euh, le microbiote et comment son action et sa place dans notre physiologie humaine et sa place dans le côté hormonal, dans le côté métabolique et aussi dans le côté psychologique et humeur. Et s'il a aussi cette importance, comment ce Covid, il a agi sur ce microbiote, il a participé à modifier ce microbiote et on va bien voir aujourd'hui cela avec Dr Gesmi qu'on va l'accueillir. Bonsoir Dr Gesmi. Bonsoir, docteur Lafia. Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir organisé cette conférence. Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé de bonnes vacances. Je vous souhaite une bonne rentrée en ce mois de septembre. Donc, l'intitulé de la conférence, comme l'a présenté docteur Lafia, c'est la protéine spike et le microbiote. Cette conférence, pardon. Cette conférence est organisée dans le cadre des conférences préparatrices au Congrès international de micronutrition dans sa deuxième édition, dont la thématique justement porte sur la spikeopathie, le Covid lent et leur prise en charge intégrative et fonctionnelle. Donc, je vous en dirai un peu plus tard à la fin de la conférence. Pour celles et ceux qui sont intéressés, vous pouvez rester à la fin. Entre-temps, vous pouvez déjà regarder sur le site atsm.tn. Vous allez trouver toutes les informations relatives à cette deuxième édition du congrès qui aura lieu les 13 et 14 décembre prochains à Monastir, comme le premier congrès, première édition. Merci d'être là pour cette conférence-là. On va commencer par une petite introduction et c'est un peu des reprises par rapport à ce qu'on avait fait pour info, pour celles et ceux qui sont nouveaux ici. On avait fait déjà une première conférence préparatrice au Congrès international de micronutrition le mois de juillet. Donc, on avait déjà parlé du syndrome post-Covid, de la spikeopathie, de la spike vaccinale, de la spike virale et tout ça. On avait fait toute une conf là-dessus. Et donc là, il s'agit de quelques petites slides pour introduire le sujet et en même temps, plus ou moins, donner des infos que d'autres n'ont pas eu. Pour celles et ceux qui ont déjà assisté à cette conférence, cette première conférence, bon, bah, ça va être une petite révision. Et ensuite, on passera à la partie qui nous intéresse avec les études et tout ça concernant le microbiote. Donc, déjà, pour commencer, donc on a ce virus qu'on appelle le SARS-CoV-2. Et ce SARS-CoV-2, il est composé de plusieurs protéines. Alors, quand je dis il est composé, il contient, il exprime plusieurs protéines. C'est un virus à ARN. Et parmi ces protéines-là, on a ce qu'on appelle la protéine spike, ou, traduction littérale de l'anglais au français, la protéine de pointe, protéine spike. Alors, qu'est-ce que c'est que cette protéine spike? Eh bien, c'est une protéine qui est exprimée sur la surface du virus, donc très active. Donc, en général, les protéines qui sont sur la surface du virus sont très actives, contrairement aux protéines qui sont à l'intérieur. Entre autres, une protéine qu'on a appelée la protéine de la capside, qui est une autre protéine à l'intérieur du virus, sur la première membrane, parce qu'il y a deux membranes dans ce virus. La première membrane qu'on appelle la capside, celle-ci est moins active. Bon. Et donc la protéine spike étant une glycoprotéine, c'est une protéine qui est couplée à des sucres. Ok. Et donc cette protéine-là, elle sert à quoi? Déjà, historiquement parlant, quand le SARS-CoV-2 est apparu, hein, et que cette pandémie Covid-19, euh, ben, on avait identifié cette protéine-là comme étant une protéine de
de fixation du virus sur la cellule, sur la membrane de la cellule. C'est ça, en gros, vous regardez un peu les différentes études sur le sujet au tout début, là, 2020, on parlait sur, et même encore première moitié de 2021, on parlait encore de la protéine spike comme étant une protéine de liaison du virus aux cellules. Alors, plus tard, on a compris que c'était une protéine qui avait une toxicité par elle-même, une toxicité intrinsèque. Ok. Et donc, cette protéine-là, elle a un récepteur. Ce récepteur, bon, il a été bien étudié, il a même été médiatisé. Le grand public connaît aussi maintenant le récepteur ACE2 sur lequel se fixe cette protéine spike. Ok. Et donc, comme c'est une protéine, un, qui est sur la surface, deux, qui est une protéine active, donc, trois, qui est une protéine de fixation du virus sur la cellule. Donc, on a vu ici une protéine idéale pour, pour une éventuelle cible vaccinale. Ok. Et donc, ce qui est tout à fait logique dans la plupart des virus dont on veut faire des vaccins ou fabriquer des vaccins, bon, on cherche en fait ces différents critères dans une protéine de ce virus pour pouvoir avoir un effet efficace là-dessus, sur le virus. Ok, donc ceci est la protéine spike. Ah, c'est une vraie grosse protéine complexe hein, avec des sucres, des acides aminés, tout ça. Ok. Et donc ici, c'est ce fameux récepteur en bleu, ACE2, qu'on trouve dans un certain nombre de cellules. Enfin, parmi les cellules, il se trouve que les deux groupes de tissus, allez, on va dire les deux organes qui contiennent le plus de ce récepteur ACE2, bah, c'est en premier lieu les poumons et en deuxième lieu, c'est quoi? C'est l'intestin, l'intestin grêle, entre autres. OK? Donc, cette protéine spike, on peut en avoir de deux manières. Soit on a une exposition au virus, SARS-CoV-2, voilà, donc classique. On est en contact avec le virus, on a une charge virale suffisante qui permet de déclencher l'infection, on a une certaine quantité de protéines spike. La vaccination est une autre manière d'être exposé à cette protéine spike. Pareil, donc là, en tout cas, on n'a pas une infection qui aurait été détectée par PCR ou quoi, et donc on décide de se vacciner pour ne pas être infecté. Ou alors qu'on a eu déjà une infection qui était, voilà, s'était rétablie normalement, et puis on décide de se vacciner pour ne pas avoir une récidive. Donc là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un ARN messager, voire dans certains cas, certains euh, vaccins qui ne sont pas du tout utilisés maintenant et qui ont été utilisés très peu, des vaccins à ADN. Ok, c'est relativement rare par rapport à la masse de vaccins qui étaient fabriqués. Hein, la plupart étaient des ARN messagers. Bon. Et donc, à partir de là, on obtient une protéine spike à travers donc ce ARN messager de spike, hein, qui, lorsqu'il est traduit, devient une spike, sauf qu'il y a une différence entre les deux. D'accord? Bon, euh, on trouve donc cette spike, il y a des études qui ont été faites, n'est-ce pas? Et y compris d'ailleurs des études des fabricants, certains fabricants comme Pfizer eux-mêmes, ils ont des études, ils ont un très gros rapport qui a été publié sur, sur l'accumulation de la protéine spike dans un certain nombre d'organes. Les ganglions, la rate, les ovaires, le cœur et ainsi de suite. Bien sûr, ici, toute proportion gardée, c'est des études chez l'animal. Et puis, on a d'autres études bon, qui sont relativement rares, mais qui existent, sur la durée de vie d'une protéine spike ARN messager. Bon, ces études-là montrent qu'on peut avoir voilà, une protéine spike vaccinale qui reste de quelques jours jusqu'à quelques semaines. Après, ces études-là n'ont pas fait des évaluations sur des années.
non plus, hein. Une étude a été publiée en 2021 et l'autre a été publiée en 2022. En 2021, on venait à peine d'avoir les vaccins et 2022, c'est quelques mois plus tard. OK. Donc, la protéine spike vaccinale, ça c'est la règle générale, c'est que la protéine spike vaccinale dure plus longtemps, en tout cas, elle est censée durer plus longtemps que la protéine spike virale. Ce qui est logique, puisqu'on cherche un effet un peu moyen, long terme par rapport à cette protéine vaccinale, protéine spike vaccinale, pour induire toujours un effet immunogène qui soit suffisant, normalement qui ne serait pas excessif, mais qui soit suffisant pour pouvoir compenser une éventuelle infection, hein, pour avoir une réponse immunitaire vis-à-vis d'une éventuelle infection. Bon, ça c'est une des études là qui, qui a étudié donc le rôle de la vaccination de la protéine spike issue du vaccin et de l'infection par SARS-CoV-2 euh, chez l'humain dans des centres germinaux. Et donc, on voit bien que bien, ça s'accumule. On arrive à détecter de l'ARN messager et la protéine spike dans ces centres germinaux. Ici, dans cette étude-là, on parle ici de 8 semaines en post-vaccination. 8 semaines en post-vaccination, ce qu'on n'a pas en général avec la protéine spike virale. La protéine spike virale disparaît au bout de quelques jours après le- la résolution de l'infection en général. OK? Bon, ça, c'est un peu des infos sur la protéine elle-même. C'est important de comprendre qu'on a deux segments. On peut dire deux sous-unités de cette protéine-là, la S1, la S2, n'est-ce pas? On a un segment qui sert à la liaison avec, on a encore après un petit schéma que je vais vous montrer, on a le segment qui sert à la liaison directe avec avec le récepteur, n'est-ce pas? Donc ce fameux récepteur ACE2, et on a également un autre segment qui sert à ce qu'on appelle la fusion, c'est-à-dire ça va modifier la configuration de la protéine, hein, ça va l'amener vers une configuration qui va lui permettre de se lier au récepteur. D'accord? La protéine spike telle qu'elle est, à la base, elle ne peut pas se lier au récepteur directement. Il faudrait une configuration post-fusion, hein, qui lui permet de se lier au récepteur. Bon, là, vous avez les différents segments, etc. Donc, il y a une partie là qui est transmembranaire, euh, tout ça. Et donc, on a également ici, donc là, bien entendu, c'est la membrane virale, hein. On parle bien de la protéine spike, comment elle est disposée dans, dans le virus. Et donc là, toute cette partie-là, c'est l'extérieur. On a la partie qui permet de se lier au récepteur ici, n'est-ce pas? On a cette partie-là qui, en général, est la cellule des anticorps, n'est-ce pas? Et on a le peptide fusion ici qui permet de changer de configuration pour que la protéine se lie au récepteur ACE2 qu'on trouve dans les cellules et qui permet donc au virus de se fixer sur la cellule. Voilà, bon, un autre schéma ici, le récepteur ACE2, la protéine spike, tout ça. Bon. Bon, il y a quelques différences, comme je vous disais, entre la protéine spike virale et la protéine spike vaccinale, n'est-ce pas? Euh, Protéine spike vaccinale, donc ARN messager, on prendra ici comme exemple les vaccins Pfizer et Moderna. Ok. Donc, la très très grande différence entre les deux, c'est qu'il y a deux mutations induites dans la spike vaccinale. Il y a ces deux mutations que vous voyez ici, n'est-ce pas, dans la protéine, dans la séquence de la protéine. D'accord? Donc ici, ce qu'on appelle une dénomination par acide aminé, des mutations. D'accord? Donc ici, on est dans la protéine, non pas dans le gène qui code pour. On n'est pas dans l'ARN. D'accord? Donc ici, on a dans l'emplacement 986 pardon, et l'emplacement 987, donc deux emplacements euh, l'un à côté de l'autre, juxtaposés. On a modifié les acides aminés
de ces deux emplacements par des prolines, ce qu'on appelle les mutations euh, prolines, ou 2P, deux prolines, P pour proline, n'est-ce pas? Bien sûr, la spike virale normale n'a pas ces mutations-là. Et alors, pourquoi on a fait ces mutations-là? Ben justement, ce que je vous disais avant, c'est pour qu'on puisse empêcher la fusion, hein, pour garder la protéine spike dans une configuration pré-fusion, hein, pour qu'elle ne puisse pas changer de configuration, et donc pour qu'elle ne puisse pas, ou en tout cas beaucoup moins, se lier au récepteur ACE2. Ça, c'est le raisonnement, la logique un peu mécanique de dire, OK, on a une protéine qui peut être immunogène, qui va nous servir donc de vaccin. Et donc, cette protéine-là, il ne faut pas non plus qu'elle se fixe sur le récepteur ACE2 et le bloquer ou le modifier son fonctionnement et créer des troubles. Voilà. Donc, ça, c'était la logique par rapport à ces mutations-là euh, qui ont été produites. Donc, l'activité biologique, eh ben, la protéine spike classique virale, elle est active. Par contre, la protéine spike vaccinale, elle n'est pas censée être active, elle est censée être non infectieuse. Par contre, comme ce que je vous disais, ça, c'est le raisonnement linéaire et très simpliste qu'on peut avoir lorsqu'on considère que la protéine spike est une protéine qui sert juste, hein, de moyen de fixation du virus sur la cellule, hein, qui sert juste à se fixer sur le récepteur ACE2. Par contre, plus tard, on a compris que, en réalité, cette protéine spike, par elle-même, indépendamment du virus, a une toxicité sur à peu près tous les tissus. Okay, donc, peut jouer le rôle de perturbateur endocrinien, de neurotoxique, elle peut avoir un effet toxique sur les gamètes, elle peut avoir un effet toxique sur la muqueuse digestive, la muqueuse vasculaire, et ainsi de suite. Ça, c'était venu plus tard. Donc, les informations, malgré qu'il y avait certains qui disaient, bon, il y a une toxicité, attention, etc., dans les études, on lisait ça, mais ils s'appuyaient sur des données anciennes d'anciens coronavirus, le SARS-CoV-1, le SARS-CoV, le MERS-CoV et d'autres coronavirus. Ils disaient, attention, les spikes coronavirus, en général, ils ont une certaine toxicité. Euh, OK. Donc, maintenant, parlons un petit peu de l'intestin, puisque déjà, on a évoqué ce fameux récepteur ACE2, qui est un récepteur pulmonaire et intestinal, qu'on trouve dans d'autres tissus, mais on va dire que la plus grosse majorité de ces récepteurs ACE2 vont se retrouver en premier lieu dans le poumon, en deuxième lieu dans l'intestin. Donc, quand on dit qu'il se retrouve là, ça veut dire qu'il s'exprime. Un récepteur est une protéine, et une protéine a très souvent un gène qui code pour, hein, qui code pour cette protéine. Donc, fortement exprimé dans les entérocytes, hein, surtout les liants, et aussi le côlon, donc les colonocytes. Okay, donc, ce fameux récepteur ACE2 qui, comme vous le savez, donc, régule ce fameux système rénine-angiotensine. Okay. Donc, ACE2, c'est pour Angiotensin Converting Enzyme 2. Voilà. OK. Et donc, ce récepteur-là a aussi un rôle majeur dans la captation du tryptophane. Et alors, le tryptophane est le précurseur de la sérotonine. Et la sérotonine dans l'intestin, et alors, quand elle est en excès, en cas de certaines infections comme Escherichia coli ou Klebsiella ou autres, on va avoir souvent, vous savez, les histoires d'intoxication alimentaire, de gastroentérite, tout ça, on va avoir des diarrhées très aiguës. Là, souvent, c'est pas toujours le cas, mais souvent, c'est un excès majeur de sérotonine. Donc, la sérotonine a un rôle prokinétique dans l'intestin. Ok. Alors, on a besoin d'un minimum de sérotonine, puisque ce minimum de sérotonine est produit par le système nerveux entérique. Le système nerveux entérique, c'est des neurones dans l'intestin.
C'est des vrais neurones, hein, c'est pas le nerf vague, c'est pas les neurones du système nerveux central, c'est les neurones, hein, des neurones incrustés dans l'intestin et qu'on appelle système nerveux entérique. Et comme ce sont des neurones, donc c'est une sorte de cerveau là, entérique. Donc ça a des neurotransmetteurs. Parmi ces neurotransmetteurs produits, c'est la sérotonine. Ça permet d'avoir un effet prokinétique. Euh, Ça donne ce qu'on appelle, ça régule ce qu'on appelle le complexe moteur migrant. Complexe moteur migrant. Et donc, ce récepteur ACE2 étant moins exprimé, voire occupé, hein, beaucoup plus occupé par la protéine spike, eh bien, qu'est-ce qui arrive? On a moins de captation du tryptophane, donc moins de sérotonine dans l'intestin. Donc là, pour le coup, on produit un déficit euh, majeur en sérotonine dans l'intestin. Dans l'intestin, rien à voir avec le cerveau, c'est autre chose, hein. Sérotonine intestinale. Donc qu'est-ce qu'on a? Ben, on va avoir une stagnation. On va avoir un ralentissement du complexe moteur migrant. Ce ralentissement du complexe moteur migrant, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il fait stagner les aliments, les sels, les micro-organismes, tout ça, et ça prolifère. Et ça crée des syndromes d'hyperprolifération, notamment. OK? Bon, ça, c'est une des études aussi. Si vous avez le temps plus tard, vous pouvez la consulter. Concerne la protéine spike et le Covid lent, bon, c'est intéressant. Ce qui se dit ici, c'est principalement, ça concerne principalement la spike virale, mais tout ce qui est dit ici peut être transposé sur la spike vaccinale. Hein, donc, c'est syndrome post-Covid et, enfin, Covid lent, post-Covid et la protéine spike, tout simplement. Alors, on a un effet majeur de la protéine spike sur la perméabilité intestinale, puisque la spike va avoir un effet direct sur les jonctions serrées. Dans les jonctions serrées, ce sont des protéines qui ferment les espaces entre les différents entérocytes. Et on trouve ça que dans l'intestin grêle, bien entendu. On a une hyperperméabilité colique également à cause de la spike, mais qui n'est pas due à un parasitage au niveau des jonctions serrées, comme c'est le cas avec le grêle, mais plutôt à une altération de la muqueuse colique, à une destruction de la muqueuse colique. Bon, là, on a toutes les adaptations, là, une diminution des occludines et des claudines 1, une augmentation de la zonuline qui permet d'ouvrir, qui est la clé qui permet d'ouvrir les jonctions serrées. Ok. Et donc, avec ça, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une hyperperméabilité intestinale. On parle ici, bien entendu, de spike, quelle que soit son origine, vaccinale ou virale, et bien entendu, puisque la vaccinale dure plus longtemps que la virale, et donc la vaccinale va pouvoir faire plus de dégâts, sauf si on parle de spike viral, et dans ce cas, la spike virale, il faut l'avoir suffisamment longtemps pour avoir ces dégâts. Ça pourrait être des infections à répétition, par exemple. OK? Donc, on va voir aussi des LPS, les lipopolysaccharides, là, qui sont des fragments de, de membranes de bactéries, d'accord, qui sont toxiques, extrêmement toxiques. Les LPS déterminent l'endotoxémie en général, hein, quand on les mesure dans le sang, hein, quand on mesure leurs marqueurs, les LBP, hein, les protéines de liaison au LPS. OK, donc on obtient une inflammation, déjà une inflammation intestinale, hyperperméabilité, la dysbiose, on a dit, par stagnation, réduction de l'activité du complexe moteur migrant et donc une inflammation systémique. OK, bon là c'est des petites données qu'on trouve plus ou moins dans la littérature. C'est compliqué de trouver des données là-dessus, hein, dans la littérature, bien qu'on observe ça en pratique, hein. Beaucoup d'entre vous ont certainement observé dans des cas de Covid lent des troubles digestifs de ce genre, même si vous n'êtes pas nécessairement tous praticiens en médecine fonctionnelle et que vous ne faites pas nécessairement systématiquement des analyses de microbiote et tout ça, et des analyses coprologiques avancées, etc. Mais vous avez déjà constaté qu'il y a déjà des troubles digestifs euh, chez certaines personnes qui se sont aggravés parce qu'ils avaient déjà un terrain auparavant ou qui se sont déclenchés. Donc, on a cette spike virale
qui a été identifié. Là, les données que je vous mets ici sont des données liées donc à la littérature scientifique. C'est ce qui ne veut pas dire que c'est que ces bactéries-là qui sont modifiées ou que ces marqueurs-là ou que ces informations-là. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a dans la littérature du moins. Ok. Donc, ça diminue une bonne partie des bonnes bactéries. La Faecalibacterium prausnitzii, par exemple, c'est un des types de bactéries qui produit le butyrate, notamment, un anti-inflammatoire, un postbiotique anti-inflammatoire, acide à chaîne courte. Et Bifidobacterium, Roseburia aussi, diminuée donc, et augmentation de certaines bactéries pro-inflammatoires, notamment de type Enterococcus ou Streptococcus. Ok. Et donc, on peut observer une dysbiose jusqu'à 6 mois post-infection. Et ici, jusqu'à 6 mois post-infection, ça ne veut pas dire que la dysbiose disparaît au bout de 6 mois. Ça veut dire que l'étude s'est arrêtée au bout de 6 mois. Ok. Vaccination ARN messager, donc là, c'est plutôt la spike. Là, on a des modifications du microbiote, baisse de la diversité déjà, perturbation du fameux rapport Firmicutes-Bactérodétese, qu'on observe chez les patients qui présentent des troubles métaboliques, syndrome métabolique et autres. Corrélation donc aussi avec des réactions immunitaires et digestives post-vaccinales. Quand on dit ici réaction immunitaire, ce n'est pas nécessairement de l'auto-immunité. Des réactions immunitaires, ça pourrait être, il y en a beaucoup, ça pourrait être des réactivations virales, par exemple, EBV, CMV, herpès, tout ça. Ça pourrait être des inflammations, euh, on ne comprend pas, des atteintes digestives, mais dont on n'arrive pas à déterminer, non pas la cause, mais à déterminer le mécanisme, qu'est-ce qui donne ces troubles digestifs, etc. Donc tout ça était associé à euh, des, à la spike vaccinale. Ok. Donc appauvrissement des bactéries productrices de butyrate, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, donc juste avant Faecalibacterium prausnitzii rosburia. Ok. Voilà. Et puis, bon, bah, la dysbiose, comme je vous le disais, c'est un signe majeur de spikeopathie. Spikeopathie, c'est un terme qui regroupe un peu l'ensemble des problématiques liées à ce qu'on pourrait appeler un syndrome post-Covid ou un Covid lent. Et ça inclut à l'intérieur, donc là, on a le Covid lent, syndrome post-Covid, là, c'est identifié comme les problématiques qui sont dues à une ancienne infection Covid. Et là, on ne parle pas du vaccin ARN messager. La spikeopathie, ça inclut ça, plus les problématiques liées au vaccin ou qui ont été observées comme ayant une corrélation avec la vaccination ARN messager. Donc tout ça, c'est la spikeopathie. Donc le terme spikeopathie est un terme plus global, plus généraliste. OK? Bon, là, on a une des études qui parle spécifiquement du vaccin ARN messager hein, euh, comme étant ayant un impact négatif sur les bonnes bactéries du grêle. Donc la réponse à la question qui est posée ici dans le titre, la réponse de cette étude, c'est oui, il y a un impact négatif sur les bonnes bactéries. Donc on a parlé des LPS. Bon, les LPS, pareil, leur effet inflammatoire et toxique est potentialisé par la spike, puisque la spike détruit la muqueuse intestinale, colique, et les LPS, comment ils sont toxiques, leur mécanisme principal euh, de toxicité, mais justement, c'est cette activation excessive des TLR4, des récepteurs TLR4, qui vont conduire à la production de cytokines pro-inflammatoires de manière excessive. Et en même temps, l'autre mécanisme, c'est que ces mêmes LPS vont traverser la membrane du grêle et du côlon pour se retrouver dans le sang pour créer une charge toxique, ce qu'on appelle l'endotoxémie, qui se mesure par les LBP, qui sont les marqueurs liés au LPS. Et donc, la protéine spike optimise les effets toxiques des LPS et amplifie ça. OK? Donc là, c'est par exemple, bon, dans la littérature, on trouve aussi
une hypothèse importante aussi, qui est celle qui explique la fatigue et le brouillard cérébral et les troubles digestifs, justement par cette interaction LPS-spike. On parle bien entendu des deux types de spike ici, hein. Il y a autre chose d'extrêmement important aussi, qui, avant on parlait d'hypothèse, mais maintenant c'est beaucoup moins une hypothèse, c'est vraiment confirmé, parce qu'on a analysé des selles de personnes qui ont été soit infectées, soit vaccinées, ou les deux, et on trouve toujours de la spike, hein, de l'ARN spike dans les selles, c'est-à-dire dans les selles, dans les exosomes bactériens en fait. Euh, ok, donc, euh, là, jusqu'à 4 à 6 mois post-infection, détection d'ARN de spike dans les selles, ça c'est, comme je vous disais, c'est l'étude. L'étude 4 à 6 mois. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que ça disparaît après 6 mois, n'est-ce pas? OK, donc on a une persistance de cette spike dans la muqueuse digestive. Donc elle s'intègre dans la muqueuse digestive. Et donc ceci va créer une stimulation immunitaire, un effet immunogène qui soit inflammatoire, auto-inflammatoire, auto-humain. Voilà. C'est une de ces trois, ou les trois en même temps, ou deux, en tout cas deux situations, ou trois situations, ou une situation, peu importe. Euh, une fois que la spike s'est intégrée dans la muqueuse digestive, ça crée cet effet d'immunogénicité. La spike s'intègre dans la muqueuse digestive euh, en s'intégrant dans les cellules souches. L'ARN messager, hein, est rétrotranscrit en fragments d'ADN qui s'intègrent dans l'ADN des cellules souches, des cellules progénitrices. Et pas que dans l'intestin, hein, d'ailleurs, hein. On parle ici d'intestin, de microbiote. C'est pour ça qu'on parle de ça, mais vous avez plein de tissus où ça s'intègre. Théoriquement, ça peut s'intégrer n'importe où. OK? Donc, dysbiose persistante, syndrome post-Covid, post-vaccinal, d'accord? Et risque d'auto-immunité digestive, bien entendu, auto-immunité non conventionnelle. Auto-immunité non conventionnelle. Donc, on a extrêmement peu de données sur les maladies auto-immunes intestinales là, comme Crohn et RCH, les MICI. Par contre, euh, c'est pas parce qu'on n'a pas MICI, RCH, hein, ou colite, collagène, ou ce genre de maladie auto-immune intestinale relativement rare, pas parce qu'on n'a pas des données là-dessus, ou très peu, qu'il n'y a pas d'auto-immunité, n'est-ce pas? Donc, l'auto-immunité, on ne la voit pas que dans les anticorps, on la voit dans la configuration du typage lymphocytaire. On fait un typage lymphocytaire, on sait que cette personne, elle fonctionne sur une configuration auto-immunité ou pas. Euh, ok, donc là, on parle d'auto-immunité digestive au sens large du terme et surtout de l'auto-immunité non conventionnelle. Je rappelle juste que la protéine spike, elle ressemble à plus d'une quarantaine de protéines cellulaires et mitochondriales. Cellulaires et mitochondriales. Plus d'une quarantaine. Ce qui veut dire que le risque d'auto-immunité par mimétisme est très important, très exacerbé. Bon, c'est une étude intéressante là, qui va dans le sens de ce que je viens de vous expliquer sur ce- ce- cette fameuse hypothèse du microbiote en tant que euh, réservoir de mutations qui sont des mutations avantageuses pour le SARS-CoV-2. Et donc, on a une sorte d'accumulation de, de fragments du virus et l'ARN messager étant un fragment viral. Donc, ça s'accumule aussi au niveau de l'intestin, mais aussi du microbiote. Donc, s'il y a une charge virale ou une charge vaccinale importante, hein,
charge vaccinale importante veut dire 2 doses, 3 doses, etc. Ok, sur un laps de temps relativement court, et ben, ça donne euh, des quantités énormes de fragments virales ou vaccinales, peu importe, et qui vont se lier au niveau du génome, hein, microbien ou du métagénome microbien. Et ça peut se faire, bien entendu, dans l'intestin comme dans les poumons. Là, l'étude parle des deux. Euh, ok. Ça, c'est une étude intéressante qui a été faite par celui qui a découvert la zonuline, Alessio Fasano, professeur Alessio Fasano. C'est pas, l'étude n'est pas ici, hein. C'est un projet d'étude. Ça, c'est un article qui parle du projet d'étude, hein. Donc, c'est un article de blog, hein, qui parle du projet d'étude. Donc, sur tout ce qui concerne la persistance de la spike protéine chez les enfants en lien avec le Covid lent. Ok, bien entendu, ici, on ne parle pas de la spike vaccinale, on parle de la spike virale. Ok. Euh, mais les mécanismes sont les mêmes, hein. Ok, donc là, on va passer à une autre partie là où on va revoir un petit peu, avec certaines études aussi intéressantes, les manifestations de la spikeopathie. On a un tableau plurisystémique. D'accord? On a les effets digestifs, hein, et immunitaires, neurovégétatifs, métaboliques, sur la fertilité aussi, sur le système endocrinien et autres. Euh, et on a un certain nombre d'études, soit des études cohortes, des méta-analyses ou, euh, ou des études de cas cliniques qui, euh, qui parlent de ça. Ok. Donc, on a le côté digestif. Le côté digestif, classiquement, on n'a pas énormément de symptômes au niveau digestif, et les symptômes ne sont pas très discriminants en général. Bon, il y a les ballonnements, les diarrhées, les douleurs abdominales, ce qu'on pourrait identifier comme étant un syndrome de l'intestin irritable post-infectieux ou même post-vaccinal. Il existe beaucoup, hein, les euh, syndromes, en pratique en tout cas, euh, syndrome intestin irritable déclenché suite à une vaccination. C'est surtout en général la vaccination euh, à partir de 2 doses, 2 à 3 doses en général, qui ont de très gros problèmes en général digestifs. Pas systématiquement, bien sûr, hein. Il y a toujours une proportion de la population qui a ça et puis une autre qui ne répond pas négativement au vaccin. Bien entendu, il faut être clair là-dessus, hein. OK. Alors, il y a aussi, et ça c'est très lié au digestif, donc l'aspect digestif, il y a aussi l'aspect immunitaire. Et dans l'aspect immunitaire, on a deux situations fréquentes chez les personnes qui ont la spiropathie. C'est les réactions auto-immunes, comme je disais, réactions auto-immunes, euh, elle est, on va dire, non conventionnelle, et les réactivations virales. Réactivation virale de type surtout très documenté, EBV. Ça, c'est très euh, documenté et assez fréquent. Et en général, ces réactivations virales EBV sont liées à une atteinte auto-immune non conventionnelle. Ça pourrait être conventionnel, une vraie maladie auto-immune, mais le plus fréquent, c'est une auto-immunité non conventionnelle. OK? On a une étude intéressante, je vais vous la montrer juste après, une grande étude cohorte faite en Corée du Sud, si je me souviens bien, Corée du Sud, je crois, oui, c'est ça, sur l'auto-immunité du tissu conjonctif, dans le cas, par exemple, du lupus. Lupus, on a ici une augmentation de 16%, euh, du moins ce qui est documenté dans cette étude-là. Voilà, l'étude, c'est celle-ci, donc c'est une étude, ouais, oui, c'est en Corée du Sud. Ok, donc c'est une grande étude cohorte, hein, c'est sur toute la Corée du Sud. Et donc, qui montre bien qu'il y a ce lien entre l'auto-immunité
l'ARN messager euh, euh, vaccinal. L'ARN messager vaccinal. Cette étude-là parle bien de l'ARN messager vaccinal. OK. Donc, il y a entre autres un lien avec le lupus notamment, entre autres, comme maladie auto-immune conventionnelle. Et alors, en plus de ça, donc tout ça c'est en lien parce que lorsqu'on a les troubles digestifs, souvent il y a de l'auto-immunité. Hein, l'intestin et le côlon sont des réservoirs gigantesques d'auto-immunité. Quand il y a ce genre de situation-là, des protéines telles que cette protéine spike, euh, comme le gluten aussi, comme des fragments de caséine et autres, euh, l'intestin et le côlon, le grêle et le côlon, sont d'excellents réservoirs pour produire de l'auto-immunité. OK? Et donc, on a en plus de ça les atteintes neurologiques qui sont toujours aussi en lien avec le digestif, même si, je vais vous montrer après, on va avoir des phénotypes différents là, de spikeopathie ou de Covid lent. On va avoir des phénotypes différents, mais ces phénotypes différents, la plupart du temps, trouvent leur origine dans l'intestin, dans le microbiote, dans l'intestin. Même si les symptômes digestifs ne sont pas toujours extrêmement handicapants pour le patient. Hein. Mais en général, le moindre symptôme digestif, lorsqu'il y a un Covid long, pas, atteinte vasculaire, cardiovasculaire, neurologique ou auto-immune ou quoi, le moindre symptôme digestif, il va falloir au moindre symptôme digestif faire le lien direct avec le microbiote et l'intestin grêle, surtout. OK? Euh, donc là, c'est les problématiques neurologiques, les problématiques de dysautonomie. OK? On a ce qu'on appelle le POTS, là, le syndrome euh, de tachycardie orthostatique. Oui, c'est ça, syndrome de tachycardie orthostatique, post-Covid et post-vaccinal. Donc, post-Covid, il est reconnu. Hein, c'est le post-Covid, c'est reconnu comme faisant partie du Covid lent, officiellement. Donc, euh, le post-vaccination, donc dû à la spike vaccinale, lui est plus rare, en tout cas dans la littérature, mais on le retrouve. On le retrouve dans certaines études systémiques. Il faut vraiment faire des études systémiques, c'est-à-dire prendre en compte la totalité des études pour en trouver quelques-unes qui évoquent certains cas, qui rapportent certains cas. Donc, on pourrait dire qu'on puisse avoir des liens là entre ce POTS post-vaccination, donc enfin, le POTS et la spike vaccinale, bien que dans la littérature, ce qui est le plus documenté, c'est le post-Covid. Maintenant, ce qu'on appelle le syndrome post-vaccination, le syndrome post-vaccination, c'est un peu l'équivalent du syndrome post-Covid. Le syndrome post-vaccination, ben, il y a donc différents symptômes, fatigue, intolérance à l'effort, vertige, brouillard mental, troubles digestifs. Troubles digestifs, on trouve à l'intérieur donc des dysbioses, d'hyperperméabilité, d'autonomie digestive ou de l'inflammation digestive, ou peu importe. Et puis on peut avoir aussi des profils immunologiques. Des profils immunologiques. Alors, ça, c'est en cours d'étude. Il y a une étude extrêmement intéressante que je vous ai mise là, je vais vous montrer juste après, de l'université de Yale. Il y a un préprint qui vient de sortir. Préprint, c'est pas une étude qui a été publiée avec review, hein. Pas encore revue par les pairs, mais elle est en cours de publication. Ce qui a été publié pour l'instant, c'est juste le préprint, mais c'est une étude extrêmement intéressante du point de vue méthodologique. Moi qui est éditeur dans plusieurs journaux scientifiques et qui fait la review et l'édition de différentes études scientifiques, je peux vous assurer que c'est une excellente étude sur le plan méthodologique. C'est pour ça que je n'ai aucun doute sur le fait que ça va être publié prochainement. Euh, donc très intéressant, donc, qui rapporte ces profils. C'est les différents profils de post-vaccination.
L'étude, c'est celle-ci. Alors, ça, c'est le préprint de l'étude. Mais déjà, bon, c'est l'étude, hein. Si ça va être publié, la seule différence, c'est que ce sera publié dans un journal scientifique, alors que là, c'est publié sur medRxiv. Si je me souviens bien, je pense que c'est medRxiv, là où c'est publié là, ce préprint. Une étude très intéressante, hein, qui parle bien du syndrome post-Covid, syndrome post-vaccination, euh, et les liens avec des réactions, réponses auto-immunes, notamment des réponses auto-immunes et des réactivations virales de type, entre autres, EBV. Bon, ça, c'est un article de la Yale Université qui parle justement de cet article du projet de recherche là dont je suis en train de vous parler. Et ça, c'est un petit résumé de cette étude-là. Nous, là, qu'est-ce qu'on découvre ici? On découvre quoi? On découvre quelque chose qu'on avait déjà dit auparavant, n'est-ce pas? Ce que je vous disais avant, là, je vous disais les 4 à 6 mois, c'est pas parce que on dit 4 à 6 mois dans l'étude que c'est 4 à 6 mois de persistance de la euh, spike vaccinale, mais c'est parce que l'étude a été faite sur 4 ou sur 6 mois. Voilà. Et là, pour le coup, l'étude est faite jusqu'à maintenant sur 700 jours. Et au bout de 700 jours, on retrouve encore, hein, on retrouve encore cette protéine spike vaccinale au bout de 700 jours. Et encore 700 jours, c'est la durée sur laquelle l'étude a été faite. C'est-à-dire que probablement, si on fait le double de la durée, si on fait une étude sur la double de la durée, vous pouvez être certain de retrouver cette protéine spike. Alors, pourquoi on pourrait être certain? On pourrait être certain parce qu'en fait, il n'y a aucune protéine qui persiste plus de 2 ans, en fait, juste comme ça. Elle est là, non. Ça n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un gène qui code pour cette protéine, pour qu'elle soit là pendant longtemps. Et donc, ça va dans le sens de ce que disaient d'autres études avant, mais sans preuve, sur des études, je veux dire, des études publiées par des scientifiques, des biologistes moléculaires, ils disaient ça sans preuve. Ils disaient, ça, c'est impossible qu'on retrouve une protéine encore 4 mois plus tard. Ça n'existe pas, ça. Ah, ça doit forcément être une intégration du génome de cette spike dans le génome humain ou microbien ou peu importe. Et donc là, l'étude le prouve ici. OK? Et donc, c'est ce qui explique ce syndrome post-vaccination. Et là, on parle bien de la protéine spike vaccinale. Parce que, souvenez-vous ce qu'on a dit au départ, la spike vaccinale, dans sa structure, est différente de la spike virale. On arrive à différencier parce qu'il y a cette mutation, ces deux mutations des deux P, là, des deux prolis, qu'on avait vu au début, là, 986, 987, les emplacements, qui permettent de distinguer une protéine vaccinale, spike, une protéine spike virale. OK? Voilà. Donc, réactivation virale EBV plus fréquente, n'est-ce pas, dans ce fameux groupe euh, syndrome post-vaccinal. OK? Et puis, on a un certain nombre d'autres données qui sont dans l'étude. Je ne vais pas détailler ici, mais en gros, pour faire simple, on a une configuration de typage lymphocytaire qui oriente vers un processus auto-humain en cours et vers des infections virales, des réactivations virales. Eux, ce qu'ils ont identifié ici, c'est le BV. Donc, on peut avoir, en plus de toutes ces problématiques-là, des troubles liés aux hormones. Là, j'ai pris 2 exemples. Donc, vous avez l'insuline, la résistance à l'insuline, diabète, tout ça, et les troubles liés aux hormones sexuelles observés chez les femmes, les patientes, à travers déjà les cycles, hein, le changement de la longueur du cycle et de la régularité du cycle. OK? Alors, le
les problématiques qui sont liées à cette spike vaccinale, d'ailleurs, c'est peut-être aussi viral, comme je vous disais, si quelqu'un a des infections Covid à répétition au moment où il y avait la pandémie Covid, euh, il pourrait aussi avoir exactement le même problème que quelqu'un qui aurait été vacciné 2 ou 3 fois. Ok. Donc cette spike, elle est détectable dans le sang après infection, et elle est censée disparaître après. D'accord? Sauf que dans beaucoup de cas de Covid lent et de syndrome post-vaccination, ben, on la retrouve encore. CF, le- 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 l'étude là de l'université de Yale. OK? Bon, ça, c'est des choses sur lesquelles on a déjà parlé. Donc, ces phénotypes cliniques du Covid lent, là, qui sont d'ailleurs euh, répertoriés par différentes sociétés savantes, etc. Bon, il y a différentes classifications, il n'y a pas une classification officielle. Mais on trouve ça dans la littérature, on trouve certaines sociétés savantes aussi euh, autorités de santé qui répertorient de cette façon. Donc on pourrait dire qu'on peut avoir 4 grands phénotypes de cette spikeopathie. Hein. Le phénotype digestif, donc phénotype digestif dominant, digestif. Donc le phénotype digestif, on le retrouve très souvent. Alors, il faut distinguer entre un phénotype digestif dominant, où là, vraiment, les symptômes digestifs sont handicapants, et le phénotype digestif associé à d'autres phénotypes. Là, les symptômes pourraient ne pas être euh, handicapants ou très exagérés. On a aussi le phénotype de dysautonomie, ou les phénotypes POTS, ou dysautonomie, ou en tout cas phénotype neuro, n'est-ce pas? On a également le phénotype, alors dans ce phénotype-là, dysautonomie, quelque chose d'extrêmement important, mis à part la tachycardie orthostatique, là, dans le POTS, on a aussi l'intolérance à l'effort. Quelqu'un qui est intolérant à l'effort. Du moindre effort, pas forcément un sport ou quoi, le moindre effort va provoquer un état de dysautonomie, un état de fatigue extrême, une prédominance vagale extrême. Personne va vouloir avoir des nausées, vomir, voire vomir. Personne va vomir complètement, sera complètement épuisé, baisse de la tension, personne ne pourra même pas bouger, tachycardie, etc. Bon, ça, c'est à l'effort. On a aussi le profil immunitaire, immuno-inflammatoire. Donc là, c'est des inflammations, c'est des inflammations articulaires, c'est des inflammations un peu partout, c'est de l'auto-immunité, c'est de la réactivation virale, etc. Et puis, on peut avoir aussi le profil métabolique. Le fameux profil métabolique est très souvent associé à une problématique liée à la glycémie, au cholestérol, aux triglycérides et au risque cardiovasculaire. Ok. Euh, on peut avoir aussi une association, un impact sur la thyroïde, également sur la fatigue, sur le système nerveux, mais on voit bien que, c'est-à-dire le profil, c'est un profil principalement métabolique. OK? Bon, là, c'est juste un résumé par rapport à ce qu'on disait avant. Ah, peut-être qu'on abordera dans d'autres conférences, on aura encore quelques autres conférences préparatrices au congrès international de micronutrition prochain du mois de décembre. Et à ce moment-là, on abordera d'autres données et notamment, entre autres, certaines solutions. Donc déjà, la méthodologie d'intervention, déjà, il faut phénotyper. Il faut d'abord phénotyper. Il faut d'abord voir où se situe le problème. Alors, dans des cas qui sont, on va dire, plus ou moins, c'est pas aussi rare que ça, mais plus ou moins rare, comparé à des profils comme ça dominants, on peut trouver plusieurs de ces profils chez la même personne. Et la personne aussi, ça moi j'ai vu, hein, il y a plusieurs patients comme ça, euh, qui évoluent d'un profil à l'autre, d'un profil à l'autre. Donc certaines personnes qui vont avoir un profil nettement digestif, n'est-ce pas?
avec des petits problèmes d'ordre neuro, ou un peu d'inflammation ou quoi, ou certains troubles métaboliques. On gère le problème digestif, ils se sentent un peu mieux au niveau digestif, et on voit que en parallèle, il y a ces problèmes de dysautonomie qui s'installent, ou qu'il y a une réactivation virale qui s'est installée, ou quoi. Donc, il peut y avoir une évolution d'un profil à l'autre dans le temps, comme il peut y avoir une combinaison de un ou plusieurs, enfin de deux ou plusieurs de ces profils-là. Euh, mais la plupart du temps, on a toujours un profil qui est dominant, qui, qui, qui est le plus problématique parmi les autres profils chez le même patient. Ok. Donc, déjà, on essaye de phénotyper et donc en parallèle d'objectiver ça avec bah, des tests, des biologies, etc. C'est ce qu'on aura l'occasion d'aborder lors du congrès, notamment. Donc, on va traiter donc la problématique liée à ce profil-là, mais toujours en prenant en compte l'origine. Et l'origine, très souvent, comme je disais, elle est immunitaire, hein, et donc digestive. Elle est immunitaire, donc inflammation, auto-immunité, réactivation virale, auto-inflammation. Et donc, il y a toujours un lien, quand il y a un problème immunitaire, il y a toujours un lien avec le digestif, avec la dysbiose. Ok. On réévalue, on voit un petit peu les problématiques qu'on a gérées. Est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que c'est pas en train de virer vers un autre phénotype? Pourquoi? Ok. Et bien sûr, c'est important d'avoir une prise en charge multidisciplinaire. Donc, les objectifs ici, c'est de réduire la charge en spike, donc détoxifier la spike, hein. On dit détoxifier la spike, mais en réalité, c'est pas une vraie détoxification au sens propre. Là, on explique de cette façon, mais en fait, c'est juste une dégradation de la spike. Augmenter la capacité du système immunitaire à dégrader la spike, parce que la spike, elle est dégradée par les polynucléaires et par les macrophages, grâce à ce qu'on appelle des enzymes qu'on appelle les myéloperoxydases. Les myéloperoxydases, c'est des enzymes immunitaires qu'on trouve dans les cellules de l'immunité innée, qui dégradent un certain nombre de protéines, de fragments qui ne sont pas nécessairement des xénobiotiques au sens hépatique du terme. Et donc, on n'a pas une détoxification hépatique telle qu'on pourrait l'entendre. On a réellement une dégradation de la spike. Sauf que le problème qui se pose, c'est toujours le fait que le fragment d'ADN qui produit la spike est dans les cellules ou dans les micro-organismes du microbiote. Donc, c'est pour ça qu'il faut augmenter la capacité immunitaire à dégrader la spike et en même temps avoir un changement au niveau du microbiote, un remaniement au niveau du microbiote et aussi avoir une forte méthylation pour pouvoir méthyler beaucoup plus les séquences virales. OK. L'autophagie, c'est pour les cellules infectées par la spike, voilà, qui s'autodétruisent. Donc, restaurer la barrière intestinale, le microbiote, ça c'est la base en fait. Protéger les mitochondries. Les mitochondries sont très très sujettes à l'auto-immunité liée au spike. Parce que comme je vous disais, on a quand même beaucoup de protéines mitochondriales qui ressemblent. C'est pas exactement la même protéine que la spike, mais il y a des fragments qui ressemblent à la spike. Et donc, il y a toujours, par mimétisme moléculaire, un risque de déclenchement d'auto-immunité, euh, des anticorps anti-spike qui pourraient jouer le rôle d'anticorps antimitochondriaux. OK? Réguler l'immunité également. Là, il y a pas mal de choses à faire aussi. OK? Et bien sûr, l'approche intégrative. Voilà, bon, ça c'était un peu la conf de ce soir sur les liens microbiote et spike. Alors, c'est un sujet qui est en cours d'étude. C'est sur lequel il y a un certain nombre d'études que j'ai mises ici. Il y en a quelques-unes, hein, parce qu'on n'a pas le temps, en tout cas, voilà, déjà, ça va, on est dans l'heure. Euh, voilà, donc ça c'était le, le sujet. Voilà, c'est un sujet qu'on abordera hein, dans le congrès, deuxième édition du Congrès international de micronutrition.
13 et 14 décembre. C'est un samedi-dimanche, comme d'habitude, à Monastir, et qui se fera donc euh, en collaboration, en partenariat avec donc le ministère de la Santé tunisien, la Société tunisienne d'immunologie, l'institut que je préside également, l'Institut international de nutrition et micronutrition, sciences de la nutrition et de la micronutrition, et donc organisé par la TSM, Association tunisienne des sciences de la micronutrition. Vous trouverez donc toutes les informations relatives à ce congrès, qui est une formation en réalité. On dit un congrès, oui, parce qu'il y a plusieurs intervenants qui interviennent sur 2 jours, mais en réalité, c'est une formation structurée, hein. C'est une formation certifiante. Vous aurez un certificat de l'INMS suite à cette formation. Donc, vous trouverez toutes les infos sur atsm.tn, atsm.tn, hein. atsm.tn, non pas atsm.site. atsm.site, c'est le site de l'association, la atsm.tn. Ça contient toutes les infos sur le congrès. Vous pouvez aussi contacter ce numéro de téléphone pour avoir des infos, pour vous inscrire. L'adresse mail aussi. OK. Euh, Vous avez un certain nombre d'intervenants ici, certains que vous avez déjà vus pour celles et ceux qui étaient là l'année passée lors de la première édition, et de nouveaux intervenants aussi. Parmi les nouveaux intervenants, on va avoir des sommités mondiales. Euh, on aura notamment Dr Bruno Donatini, hein, l'expert absolu du microbiote, expert francophone absolu du microbiote. On aura Jenny Christensen, qui est une Canadienne qui va intervenir sur les métaux lourds. Elle est spécialiste en toxicologie et médecine environnementale, et sa spécialité, précisément, c'est les métaux toxiques. Les métaux toxiques. Le professeur Philippe Imbert, pareil, donc un très grand spécialiste de médecine intégrative, et notamment son dernier livre sur les parasites, donc et aussi le microbiote, intéressant, le docteur Georges Obaïd aussi, cardiologue, praticien de médecine fonctionnelle, euh, très connu, belge, qui interviendra notamment sur les complications de la spicopathie, les complications cardiovasculaires de la spicopathie, et puis d'autres intervenants aussi que vous connaissez plus ou moins. Là, vous avez aussi le grand Jean-Paul Curté, le père de la nutrithérapie, qui sera parmi nous physiquement au congrès, hein. Tous ces gens seront parmi nous physiquement, à part une ou deux exceptions, mais tout le monde sera là. OK, vous avez le programme, je ne vais pas vous le détailler ici. Vous allez sur atsm.tn, vous avez ce fameux programme, hein, sur 2 jours. Et bien sûr, donc, vous avez une, euh, une promotion dont je pense que Dr Rafia pourrait nous en parler un peu plus euh, là-dessus. En tout cas, vous avez, là, c'était juste pour préciser, on a c'est l'événement comme d'habitude, comme l'événement première édition, comme tous les autres événements que j'organise dans notre pays. L'événement est toujours en hybride. Donc, vous pouvez assister en présentiel. Bien sûr, en présentiel, c'est beaucoup mieux. Vous avez un contact direct avec les intervenants, vous suivez, vous êtes en immersion, c'est beaucoup mieux. Euh, voilà. Il y a aussi des partenaires très intéressants que vous pouvez rencontrer sur place, etc., etc. Vous pouvez poser vos questions sur place et ainsi de suite. Euh, Assister au débat en direct, en présentiel, tout ça. Sinon, pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer, vous avez aussi un accès en ligne, un accès Zoom, dans lequel vous avez accès à la totalité de l'événement, mais derrière votre écran, bien entendu. Les questions aussi, en général, sont répondues sur Zoom. On sélectionne les questions parce que, comme il y a beaucoup de questions et que sur Zoom, c'est différent que en présentiel. En présentiel, quand la conf se termine, on pose des questions. Alors qu'en Zoom, on commence déjà à poser des questions lors de la conf. Et donc, très souvent, les questions qui ont été posées ont déjà été répondues lors de la conf. C'est pour ça que souvent, on sélectionne les questions. En général, on répond très bien aussi aux questions sur Zoom. Voilà, donc vous avez dans les 2 cas un certificat de formation
hein, à condition que vous validiez votre présence en Zoom et en présentiel, hein. Que ce soit en Zoom ou en présentiel, en Zoom, on a un logiciel qui quantifie exactement le, le volume horaire de connexion de chaque participant. Voilà. Voilà, donc il y a aussi une offre pour étudiants, donc pour les étudiants, bien sûr, sur présentation de justificatifs, carte d'étudiant ou certificat de scolarité. Voilà, donc merci pour votre attention. Je vais peut-être, il y a quelques questions. Euh, Forte recrudescence de RCH ingéré chez les personnes 35-82 ans depuis Covid. Oui, bien sûr. Auto-immunité conventionnelle. Est-ce que c'est pour tout type de vaccin, spécopathie? Alors, ce qui est le plus documenté, c'est l'ARN messager. Vaccin ARN messager. OK. Ceci explique la recrudescence des maladies inflammatoires du système nerveux. Absolument. Comment hyperméthyler la séquence virale? C'est un autre sujet qu'on abordera dans le congrès. Y a-t-il un test pour quantifier la charge de spike? Alors, ça existe. Alors, on le fait en recherche. Moi, je connais, j'ai des collègues chercheurs, même des partenaires, on a fait des travaux d'études là-dessus, où on arrive à, enfin, c'est de la PCR, hein. C'est, ça se quantifie très très bien en recherche. En clinique, j'avais connaissance de 2 laboratoires allemands qui faisaient ça. Mais maintenant, quand je regarde encore chez ces labos, apparemment, ça a disparu le test. Mais il y a eu, entre autres, un laboratoire allemand, un excellent laboratoire allemand, avant, qui a fait, d'ailleurs, je l'ai publié même dans un des articles que j'avais publié, qui a fait, donc, qui a mis au point un test, un test, une analyse, en fait, un bilan Covid, dans lequel on analysait les 2 types de spike, viral et vaccinal, dans différents tissus, hein, dans les globules rouges, dans les globules blancs, dans le plasma sanguin, dans les selles, dans les exosomes, dans le sperme, et on pouvait discriminer les 2 types de protéines spike, et ça a été, je crois, 2022, comme ça, un an et demi, pendant un an et demi, ils ont fait ça, pendant un an et demi. Mais maintenant, je connais aucun autre labo qui fait ça. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est c'est possible, ça existe, mais je ne connais pas pour l'instant comme ça, hein. OK. Euh, voilà, donc collaboration Saint-Séven. Alors pour les Algériens, parce que je vois qu'il y en a quelques-uns ici, pour les Algériens, vous contactez, donc la TSM. Vous avez le site, vous avez l'adresse mail, je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez le numéro de téléphone aussi, n'est-ce pas? Et la TSM va vous donner la marche à suivre pour vous inscrire. Donc, vous avez ici le numéro de téléphone qui est aussi un numéro WhatsApp. Effectivement, docteur Guy. Voilà. Et l'adresse mail et le site. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, docteur Guesme, pour votre conférence aussi pertinente et qui a touché presque la majorité des effets secondaires de cette protéine spike. Euh, la plupart, ils commencent à avoir une phobie de cette protéine spike. Donc, c'est très intéressant de suivre notre congrès international. Il y a plusieurs surprises suite à cette conférence. La vente flash avec une réduction de 20% qui va durer seulement 72 heures pour les présentiels, pour donc avoir vos places en présentiel. On a actuellement plus de 100 participants en présentiel. On aime vous trouver avec nous et vous accueillir et profiter de cette vente flash avec une formation qui vaut 1200 dinars, qui sera offerte par la TSM gratuitement pendant ces 72 heures. Donc, essayez de profiter de cette vente flash et soyez nombreux.
Merci pour votre attention. Merci, Docteur Guesmi. Pour les Algériens ainsi que les Marocains aussi qui nous a contactés, en fait, dans le site atsm.tn, on a mis les prix en euros, en dinars algériens et aussi les procédures d'inscription. Donc, pour plus d'informations, vous avez le numéro de la TSM où il y a un numéro WhatsApp. Ce numéro-là, il y a le côté WhatsApp et on peut se continuer avec la secrétaire de la TSM. Il y a une secrétaire spécifique pour le congrès qui peut vous répondre sur les détails. Donc, merci beaucoup. Très belle soirée. Profitez très bien de cette vente flash qui va commencer demain. Vous aurez les replays, Inch'Allah, bientôt, dans les 48 heures qui viennent. Et à très bientôt. Merci, Docteur Guesni.